Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à vous, Lucienne Perry, Michel Thévaux. Merci pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette dernière journée du festival Bibliotopia. Avec cette rencontre placée sous le signe de l'art brut pour nous permettre de penser la création plastique et surtout textuelle au-delà des frontières d'un langage normé. Une rencontre intitulée donc Art brut, langage des marges. Alors, quelques mots d'abord, mais assez brièvement, parce que je crois qu'on vous connaît quand même bien, Lucienne Perry et Michel Thévaux. Vous êtes tous les deux historiennes et historiens de l'art, pour le moins très intimement liés à la collection de l'art brut à Lausanne, qui collectionne et expose les travaux d'autodidactes créés à l'initiative de Jean Dubuffet, puisque vous en avez été successivement le directeur et la directrice. Michel Thévaux, d'abord, bien sûr, entre 1976 et 2001. C'est vous qui en avez pensé massivement la conservation et la conception muséographique. Et puis Lucienne Perry ensuite, de 2001 à 2011. Alors autant dire que vos productions sont nombreuses, mais on a retenu 4 de vos textes notamment qui servent de toile de fond, de décor à cette rencontre que je vais présenter brièvement aussi pour une mise en bouche de la discussion qui va suivre. Je commence avec ma pile, avec celui-ci de Lucienne Perry, Art brut, qui en propose une histoire panoramique. À travers cet ouvrage, vous retracez les différentes investigations de Dubuffet, en passant par la cristallisation du mot, Art brut en 1945, jusqu'à la consécration de l'espace de la collection d'art brut à Lausanne, qui ouvre ses portes le 26 février 1976. On fête donc cette année ses 50 ans. Il y a d'ailleurs une exposition qui est consacrée actuellement, présentée par l'actuelle directrice et commissaire Sarah Lombardi. On a une exposition aussi en ce moment même, qui va commencer à la Fondation Michalski. Donc autant dire qu'on est au bon endroit et avec les bonnes personnes pour parler de ce sujet. Et puis cet itinéraire, vous le poursuivez jusqu'à aujourd'hui. Dans ce livre, qui est aussi un livre objet, avec beaucoup d'images, dans lequel surtout vous montrez comment, en quelque sorte, la bifurcation crée la ligne droite, comment est-ce que la marge sert de fil rouge, puisqu'elle caractérise aussi bien les travaux d'art brut que les investigations de Dubuffet, que l'espace de la collection, qui est pensé comme une mise à l'épreuve de l'institution muséale, comme un bateau ivre, pour reprendre aussi vos termes, Michel Thévaux. Et puis le deuxième ouvrage qui nous intéressera peut-être davantage, puisqu'il est consacré aux écrits d'art brut, c'est celui-ci, publié au Seuil en 2020, qui nous donne à voir ce qui s'écrit le plus souvent à huis clos. Vous cartographiez ici 30 portraits de cette écriture brute que vous commentez, que vous documentez à travers ce corpus qui est hors norme dans tous les sens du terme. Et puis, ce sont aussi 2 textes de Michel Thévaux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Le premier, magnifique, Requiem pour la folie, qui a été publié d'abord en 1995, qui a été réédité dans une version augmentée en 2017 aux éditions de La Différence. C'est un essai qui se présente, selon vos termes, comme un petit feuilleton qui décortique la folie, alors moins sous l'angle de la maladie que sous celle d'une histoire culturelle et sociale. Un ouvrage qui, comme vous le rappelez, au moment où une forme d'homogénéité marque le point culminant peut-être de notre société postmoderne, célèbre au contraire l'affranchissement des modèles. C'est vraiment un texte qui nous permet de penser la différence, à l'image d'ailleurs du titre du premier chapitre, Requiem pour la différence. Et puis le second, là aussi, qui nous intéressera peut-être plus frontalement, qui est un ouvrage de référence, Les écrits bruts, le langage de la rupture, qui inclut une préface de Jean Dubuffet, qui inclut aussi 2 textes annexes de Dubuffet et de Frédéric Ball. C'est un texte qui nous plonge, là encore, dans l'univers très composite de l'écrire brut, comme on le nomme, un univers qui est fait sous votre plume de portraits, d'anecdotes, de digressions, et traversé évidemment par plusieurs réflexions très éclairantes pour nous permettre de penser les enjeux de la transgression, notamment sous l'angle du corps et du langage, qui sera le point central de la réflexion et de la discussion d'aujourd'hui. Donc merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre.
Alors, on va prendre le temps de déplier quelques-uns de ces portraits tout à l'heure, de voir aussi ces différents objets, et vous les commenterez, vous nous les présenterez. Mais avant de commencer, à titre d'amorce aussi, pour avoir quelques points de repère pour la discussion qui va suivre, j'aimerais vous poser deux questions, l'une assez générale sur l'art brut et l'autre plus spécifique sur l'écrire brut. Et pour la première, j'aimerais commencer avec une déclaration de Dubuffet qui date de 67, qui est très intimement liée à la thématique de cette édition du festival autour de la folie. Dubuffet déclare, c'est un propos que vous citez, Michel Thévault, il déclare dans un entretien téléphonique, je cite, « Je suis grandement épris de la folie, je fais des cures de folie et je m'en trouve bien, je vous les recommande. » Voilà, comme mise en bouche. Et pourtant, vous vous rappelez évidemment tous les deux aussi dans vos ouvrages qu'il ne s'agit pas de cantonner l'art brut à l'art des fous au sens psychiatrique. Dès lors, de quelle folie s'agit-il, si on peut la définir? Comment peut-être Dubuffet lui-même a défini l'art brut? Comment est-ce que vous-même, vous avez été amené à le redéfinir ou éventuellement à le penser, puisque par nature, il semble échapper à tout geste de classification? Ça serait vraiment ambitieux, une imposture que de vouloir définir la folie. On pourrait presque dire que c'est justement l'indéfinissable, mais ce qu'on peut quand même constater déjà avec tous les anthropologues, c'est que l'espèce humaine a ceci de particulier qu'elle conjugue, comme disent les anthropologues, Homo sapiens et Homo demens. La culture humaine est fondée sur l'institution, sur bien entendu tout un ordre symbolique, mais elle vit aussi de l'évolution et des perturbations successives de cette institution. Donc c'est là que la conjugaison de Homo sapiens et de Homo demens est importante. Donc la folie, on peut l'approcher en disant ce qu'indique déjà le simple constat et le simple bon sens, c'est une déviation, c'est une perturbation, une espèce de déglingue. Et cette déglingue, elle peut être délétère, elle peut effectivement désocialiser, condamner les individus qui en sont affectés à la maladie, mais elle dépend beaucoup de la manière dont la société la reçoit. Et on constate déjà, encore du point de vue ethnographique et anthropologique, que les mêmes dispositions d'esprit, comme par exemple le dédoublement de la personnalité, l'esprit bipolaire, qui dans des sociétés tribales peuvent conduire un individu à être un chaman, à être au centre de la société, à être capable de bifurcation très centrale dans une société, et bien ces mêmes dispositions, chez nous, sont médicalisées et considérées comme malades. Donc tout dépend beaucoup de la manière dont c'est reçu, et même individuellement, c'est presque une question qui se pose à chacun de nous, à savoir la déviation. Comment la recevez-vous? Qu'en faites-vous? Êtes-vous vous-même capable, par empathie, d'en tirer un bénéfice? C'est un échange, c'est une relation. Mais quel rôle elle joue justement dans l'art brut? Est-ce qu'elle est... Parce qu'elle me semble qu'elle est justement souvent désacralisée finalement, cette folie. Vous écrivez d'ailleurs aussi, Lucienne Perry, que finalement l'altérité, vous dites, ne se cherche pas ailleurs dans une forme d'exotisme, mais elle se trouve à domicile, justement chez des personnes peut-être inadaptées, isolées, autodidactes. Oui, il est vrai que Dubuffet a fondé ses premières recherches souvent dans des hôpitaux psychiatriques, d'ailleurs en Suisse, et tout près d'ailleurs, hein, à Gimel, là où résidait Aloïs Corbat, on est à 15 km d'ici. Et Dubuffet s'est dit que dans ces lieux-là, eh bien, c'était des lieux de déviance. Et en 1945, juillet 1945, c'est son premier voyage de prospection, et c'est là qu'il ira. Mais il ira aussi ailleurs. Il ira dans des prisons, dans des musées, etc. Donc la folie joue un rôle essentiel dans ses premières investigations, dans les investigations qui vont suivre aussi. Mais l'art brut
insistait-il clairement, l'art brut n'est pas un art des passions psychiatriques. L'art brut n'est pas l'art des fous. L'art brut ne se définit pas par rapport au degré de santé mentale ou de maladie mentale. L'art brut est un art, certes, qui se trouve dans des hôpitaux psychiatriques, parfois, souvent, mais il existe aussi beaucoup d'art brut que Dubuffet a décelé, découvert, collectionné et qu'il a réuni et qui ont été un art brut qui a été réalisé par des personnes marginales, par des personnes rebelles, par des personnes résistantes, pas forcément qui avaient fait l'objet d'un diagnostic. Maintenant, il faut quand même mettre une chose au clair, c'est qu'en fait, dans le domaine de l'art brut, très souvent, je pense que vous êtes nombreux, nombreuses à connaître un peu, beaucoup, passionnément l'art brut, mais souvent on connaît la peinture, la sculpture, les dessins, et on connaît un peu moins les créations textiles et beaucoup moins les œuvres scripturaires. On connaît beaucoup moins les écrits d'art brut. Mais depuis quelque temps, évidemment, avec notamment ces publications et puis aussi d'autres expositions, les écrits d'art brut voient le jour. D'ailleurs, j'aimerais rappeler le fait qu'il y a 11 ans et 10 ans, Vera Michalski avait accueilli, accepté, je lui avais fait une proposition de présenter des écrits d'art brut ici, donc 2015-2016, et elle était un peu à l'avant-garde d'une certaine manière. Enfin, la fondation Michalski, ça n'est pas la première fois qu'elle s'ouvre aux écrits d'art brut, à cette écriture dissidente et différente, désobéissante. Oui. Oui, vous vous rappelez aussi d'ailleurs tous les deux, enfin, vous faisiez référence à quelques institutions aussi, même par rapport au rôle de la Suisse. Enfin, c'est vrai que vous vous rappelez tous les deux que la Suisse a joué un rôle, en somme, dans une certaine mesure, dans la production de cette écriture de la dissidence, une Suisse qui est pourtant cantonnée à une image plutôt conforme, mesurée, ordrée. Et l'écrire brut, comme on le nomme souvent, est justement une forme de geste de résistance. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le concevoir? Vous parliez de résistance tout à l'heure. Est-ce qu'en tout cas, il y a vraiment ce phénomène de rupture qui est au cœur de l'écriture? Ou disons, comment est-ce qu'on peut penser aussi le rapport entre, on parlait de folie tout à l'heure, entre déraison et langage? Comment est-ce qu'on définit l'écrire brut, si on peut, si tant est qu'on puisse le définir? C'est très indistinct. On parle de perturbation, de déviation. Est-ce que on a affaire à une maladie, à quelque chose de déficitaire ou de négatif, ou est-ce qu'il y a chez ceux qui s'engagent dans ce type de production quelque chose comme un mauvais esprit, comme ça, le goût d'interloquer, d'entraîner un certain désarroi. C'est souvent le fait de personnes qui ont peut-être été victimes de l'institution du langage. Souvent, le langage, c'est un pouvoir, n'est-ce pas, qu'on exerce, que les universitaires exercent avec arrogance ou que parfois les parents exercent avec une subtilité assez perverse. Et très souvent, ce langage qui a été l'instrument d'une détresse, eh bien, certains individus prennent goût à le détruire, à retourner l'arme contre l'adversaire et ont un malin plaisir à déglinguer tout ce système d'écriture ou de langage. Donc l'art brut est indécis et dépendra encore une fois beaucoup de la réception qu'on en aura. Si on s'y prête, si on y trouve une sorte de bénéfice social, eh bien cette individuation extrême, de cette singularité extrême, pourra s'universaliser et servir à une évolution, à un enrichissement social. C'est une affaire de relation beaucoup plus qu'une affaire de définition personnelle. Oui, au fait, c'est vrai que quand on parle de langage déglingué, c'est bien ce à quoi s'adonnent, se livrent les créateurs d'art brut, les créatrices d'art brut, on va en voir quelques-uns, puisqu'en fait, ils font voler en éclats les règles, les normes, les habitudes, les usages orthographiques, grammaticaux, syntaxiques,
Parce qu'en fait, eh bien, ils se sentent tout à coup, ils n'ont plus rien à perdre ni à gagner, hein. Comme on l'a dit, la plupart du temps, les personnes qui se sont livrées à l'écrit d'art brut, l'écriture brute ou l'écriture d'art brut, eh bien, ce sont des personnes qui partent à la dérive et qui acceptent de partir à la dérive, qui sentent bien aussi peut-être que la maladie les fait partir à la dérive, mais ils l'acceptent, ils parfois, eh bien, et même ils la stimulent parce qu'en fait, ils voient que ce vertige, parfois, pas toujours, mais ce vertige, eh bien, leur apporte waouh, une sorte, ça leur coupe le souffle et c'est bien là que se passe tout à coup, eh bien, c'est comme quand vous nagez et que vous perdez pied, vous n'avez plus pied. Alors il y a des gens qui supportent pas, qui veulent toujours avoir pied. Eh bien, les auteurs d'art brut aiment partir au large, gagner le large et puis acceptent de gagner des territoires nouveaux, insoupçonnés. Et c'est là tout à coup qu'ils se rendent compte qu'ils ont des aptitudes nouvelles, sans suivre les règles, justement. Oui, oui, il y a vraiment cette idée d'une mise à l'épreuve du langage normé auquel on affilie bien souvent l'idée soit de pouvoir, soit de domination, soit de communication. Au contraire, les écrits dont on va parler tout à l'heure, ils relèvent d'autre chose, d'une inventivité souvent gratuite, d'une forme de jouissance, de détachement. En tout cas, merci pour cette mise en bouche. On va maintenant, je vous propose, entrer plus en détail dans ces productions, puisque vos différents regards sur la création brute nous amènent à décentrer le nôtre, à rencontrer l'art là où on ne le cherche peut-être pas. Et donc, je vous propose là de nous arrêter sur 3 portraits que vous allez parcourir comme autant de fenêtres ouvertes sur ces productions atypiques. À travers quelques portraits, je cite très rapidement les propos de Frédéric Ball, qui a donc participé aux recherches d'écrits et d'art brut sous la direction de Dubuffet en 68. Et il les définit, caractérise de pétrisseurs de la matière et du langage. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils pétrissent cette matière qu'est le langage et comment est-ce qu'ils le déjouent aussi, hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et un de vos chapitres qui s'appelle d'ailleurs « La sorcellerie des mots ». C'est bien de cela dont il s'agit. Je vous laisse la parole pour nous présenter le premier portrait, celui d'Aloïse. Peut-être que c'est justement pas un portrait, hein. Je parlais plutôt de relations plutôt que de focaliser sur une personne. On a un petit peu le culte de la personne, c'est presque une métempsychose de Dieu qui s'est réincarné dans des grands... Ça, il faut essayer de déboulonner cette espèce de fétichisme du grand auteur, du grand artiste, et penser les choses en termes de relations. Et là, ce que je montre pour illustrer, c'est cette idée-là, c'est une page du dossier psychiatrique consacré à Aloïse. Peu de temps, quelques semaines après son internement. Alors, il faut se dire que c'est une page 9 d'un épais cahier, puis il y en aura beaucoup d'autres qui suivront. Il faut se rappeler que en 1918, elle est datée de 1918, l'hôpital psychiatrique de Seury compte 500 patients. Il y a 2 psychiatres qui doivent gérer tout ça. La plupart de ces patients sont des alcooliques lourds, des alcooliques vaudois. Et Aloïse est internée, elle n'a encore rien écrit, sinon quelques billets dont on voit un, c'est inintelligible et difficilement visible ici d'ailleurs, mais elle n'a encore quasiment rien écrit, quasiment rien dessiné, sinon des dessins encore très conventionnels, comme on voit en bas à gauche, et ces médecins lui consacrent des pages et des pages. Ils se succèdent même, ils font même appel, il y a c'est intéressant parce que pour eux, c'est une occasion déjà de débat psychiatrique. Il y en a un, Preissig, qui est encore dans la psychiatrie traditionnelle où on range tout dans la démence précoce, un mot magique pour essayer de qualifier
toutes les formes de folie, à quoi s'oppose le docteur Mahin, qui lui alors introduit la notion de schizophrénie à la suite de Baebler. Donc c'est par là que ça commence. On voit déjà que les psychiatres sont en controverse très instructive. Et le troisième qui intervient, et c'est celui dont on voit l'écriture en haut, c'est celui qui a introduit la psychanalyse en Suisse et en France, à savoir Raymond de Saussure. C'est vraiment une sommité de la psychanalyse qui vient de Genève, où il enseigne la psychologie, qui vient pour étudier Aloïse. Et Aloïse, qu'est-ce qui les attire alors qu'elle n'a encore rien produit? Il faut dire qu'elle est belle, elle est grande, rousse, elle a une voix magnifique, une formation de cantatrice, etc. Bon, il y a déjà peut-être une question de séduction, mais il y a plus que ça. Il y a quelque chose comme un contre-transfert. Elle tient des propos étranges qui consignent, il passe du temps à consigner tous ses propos. Et de surcroît, si vous lisez, si vous arrivez à lire au moment... elle écrit une lettre. Ici, on voit me glisse dans un petit billet dans la poche, admirer le symbolisme de l'image. Aloïse glisse un petit, oui, on a l'agrandissement, un petit billet dans la poche de Raymond de Saussure, la grande sommité psychiatre, c'est assez bizarre, et admirer le symbolisme de l'image. Alors, je ne sais pas ce qu'il voit comme symbolisme. On voit un bourgeon. On peut y voir plus qu'un bourgeon, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai l'esprit, mais je pense que l'allusion du psychiatre est claire, du psychanalyste est claire. C'est quelque chose comme un sexe féminin, une vulve qui est sur ce bourgeon, que Aloïse glisse dans la poche du psychiatre. C'est étrange comme inversion des rôles. Et je trouve que c'est d'un symbolisme extraordinaire parce que c'est une sorte de conjugalité entre la folle internée et le psychiatre. C'est une conjugalité, elle insémine quelque chose. Ces psychiatres sont en train de remettre en question toute la tradition psychiatrique, nosologique, d'éthique. Patrick Lemoine en a parlé tout à l'heure. Ils sont en train de révolutionner la psychiatrie. Ils sont en état, eux, de déstabilisation. Et Aloïse vient aggraver leur cas. Et inséminer quelque chose, annoncer quelque chose. Et les psychiatres vont évidemment l'encourager et à dessiner et à écrire. Ça va susciter un déferlement d'une production d'autant plus stimulée que ces psychiatres en tirent un parti considérable. Alors finalement, moi j'en viens à la théorie d'un de ces psychiatres qui s'appelle Tosquelles, qui lui a appliqué deux principes. Premier principe, la thérapie par le travail. Prenant la direction de l'hôpital Saint-Alban, la première thérapie qu'il a confiée aux malades, c'est d'abattre les murs de l'hôpital. Travail qu'ils ont effectué avec enthousiasme. Deuxième principe, je vais vite, deuxième principe, l'art-thérapie. L'art-thérapie, on sait que c'est une imposture. Hein. L'art, c'est quelque chose qui angoisse, qui désaxe. On ne peut pas soigner quelqu'un en l'angoissant, etc. C'est ni de la thérapie, ni de l'art. Mais lui, Tosquelles, inverse les choses. À savoir, ceux qu'il faut soigner, ce sont les psychiatres, qui sont malades de leur théorie beaucoup trop réductionniste, de cette arrogance qui veut tenir le discours de la raison sur le savoir, etc., de manque d'une sensibilité de prise en compte. Ce sont les psychiatres qui sont soignés, la thérapie s'exerce à leur égard, et qui les soigne? Les artistes, qui tout d'un coup annoncent des propositions déroutantes que les psychiatres les plus ouverts à l'art contemporain, les plus cultivés, reçoivent comme une lumière, une illumination que
Aloïse, qui théorise déjà son problème, appelle le ricochettisme, le ricochet solaire. Pour elle, c'est toute sa théorie, c'est la théorie du ricochet, à savoir un rayonnement qui rebondit sur son visage, qui va de réalité en réalité. C'est un ricochet qui est déjà l'amorce de cette créativité qui ne connaît pas d'interruption. Et là, le docteur Hans Steck, lui, il est parti aussi des théories des sociétés primitives. Les sociétés africaines, océaniennes sont des sociétés inférieures, etc. Il a parti de cette idée-là. Il y associait l'art des fous, etc. Et Aloïse, pour lui, c'est une découverte et c'est une espèce de traumatisme positif qui l'amène. Là, il est en train d'enseigner. À qui parle-t-il? À Aloïse, dont il a exposé les grandes fresques au mur. Eh bien, je crois que c'est l'illustration, c'est finalement la naissance après cette insémination qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est l'épanouissement d'une relation fertile de part et d'autre, et pour la psychiatrie et pour l'art, c'est donnant-donnant. Souligner le fait qu'Aloïse Corbat, donc, qui est une créatrice d'art brut qui est née à Lausanne et qui est une figure déterminante dans le monde de l'art brut, eh bien, a commencé précisément par écrire toujours en cachette. Elle se cachait, dit-on, dans les cabinets, comme elle le disait, donc dans une sorte de clandestinité voulue, et c'est de cette manière qu'elle griffonnait sur des petits papiers qu'elle avait dérobés. Donc il y a il y a une idée d'urgence, une idée aussi de nécessité importante, impérieuse même, de vouloir écrire, de vouloir s'adonner à l'écriture. Et c'est dans un second temps qu'elle s'adonnera au dessin, qui sont bien plus connus par le public, mais c'est par l'écriture. L'écriture va l'amener à la figure d'une certaine manière. Et ça me donne aussi l'occasion de dire qu'en fait, il y a énormément de créateurs d'art brut qui, eux, s'ils ont écrit, eh bien, très souvent, ils ont mêlé à l'écriture l'image aussi, c'est-à-dire le dessin, la peinture. Il y a énormément d'écrits qui sont ornementés qui d'ailleurs sont ornementés de dessins, de peintures, mais dans l'écriture aussi, le travail graphique, le travail pictural est stupéfiant. On voit d'ailleurs parfois que certains écrits, certaines lettres, eh bien, sont décorés par certaines volutes. Il n'y a pas de ségrégation entre le verbe et l'image, très souvent. Vous connaissez peut-être Adolphe Wölfli, qui, lui, écrivait et dessinait et en plus composait de la musique. Cela nous montre qu'il n'y a pas de ségrégation entre les différents moyens d'expression artistique. Très souvent, ces moyens d'expression artistique se retrouvent sur un même support. C'est l'image suivante parce que ça illustre bien cette Aloïse disposait a priori, elle disposait pas de matériel, hein. Donc elle dessine par-dessus une page ça s'appelait la feuille d'avis à l'époque, c'est devenu 24 heures, une page de 24 heures qui est bien significative de ce qu'est notre écriture, à savoir un paradigme d'angle droit, d'orthogonalité, d'ascensionnalité, d'érectilité. Nous sommes formatés par ça, jusque dans nos neurones. L'écriture nous formate. Tiens-toi droit, c'est un peu le principe de l'écriture. Et on est obligé de dire que c'est un principe, encore une fois, d'érectilité. C'est un principe phallique. Et l'intervention d'Aloïse, c'est de défaire, de se libérer, de s'émanciper de ces normes. Elle détourne tout. En haut, la chevelure de la femme, c'est le mot solde. C'est un détournement déjà du consumérisme. Hein. C'est d'une actualité fantastique. Tout ce qui est cadrage, tout ce qui est angle droit, et elle le détourne par un nouveau paradigme qu'on peut dire, je dirais presque féministe. Hein. Les psychiatres, les psychanalystes jadis disaient que la différence entre
les hommes et les femmes, c'est que les femmes savent qu'elles n'ont pas le phallus, tandis que les hommes croient qu'ils l'ont. Puis ils ont révisé depuis leur définition en disant c'est l'inverse. Les hommes aujourd'hui savent qu'ils n'ont pas le phallus et les femmes croient qu'ils l'ont. Mais on pourrait dire que Aloïse a encore une saison d'avance. Elle a le phallus et elle sait qu'elle l'a et elle intervient en introduisant un nouveau paradigme graphique. C'est ça que je trouve extraordinaire dans son inventivité, c'est que la page, le format même du rectangle, elle l'ignore insolemment, et c'est tout un jeu de courbes, c'est un autre paradigme qu'elle introduit, et ça c'est fondamental jusqu'à nos systèmes neuronaux. Oui. Oui, et ça fait aussi un écho avec le principe de désinvolture aussi dont on parlait tout à l'heure. Vous parlez aussi dans votre texte à propos d'Aloïse d'une forme d'esthétique de la bifurcation avec un centre de gravité qui se déplace continuellement. Vous parlez aussi de rhapsodie verbale. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où tout est déconstruit. On n'a plus de structure linéaire telle qu'on la connaît d'un point de vue littéraire ou phrastique. Tout évolue en permanence. Il n'y a plus de centre, plus de hiérarchie. Et on le voit très bien ici. Par rapport à cet abandon de la langue au sens plus traditionnel, je propose qu'on passe à un deuxième cas, un deuxième exemple, avec un jeu aussi sur le texte, sur la marge, dans tous les sens du terme, hein, puisque celle dont on va parler joue avec la marge de la langue, la marge de la page, la marge entre les lettres. Je vous laisse peut-être maintenant nous présenter ce document. Oui, alors il s'agit de Constance Schwarzlin-Berbera, qui est jurassienne, née à Porrentruy. Et il est intéressant de se pencher un peu sur plusieurs de ses écrits parce qu'en fait, ils connaissent une évolution au fil des 20 ans pendant lesquels elle va s'adonner à l'écriture. Alors, tout d'abord, ce que vous avez sous les yeux, là, cette page, eh bien, c'est une page d'écriture, aurait-on vraiment envie de dire, hein, une page d'écriture où on voit que l'écriture, à ce moment-là, est vraiment tout à fait sage, méticuleuse, régulière, où Constance Schwarzlin-Berbera, justement, suit les règles de la linéarité. Elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique de la Valda, auprès de Berne. Comme je l'ai dit, elle est de Porrentruy, elle est de langue maternelle française. Donc, lorsqu'elle est internée, elle est entourée de personnes qui parlent allemand ou suisse-allemand. En fait, à cette époque-là, eh bien, cette femme ne subit pas seulement un exil, lorsqu'elle est internée, un exil social, familial, civil, géographique, bien entendu, mais aussi linguistique. Donc elle se sent vraiment en terre étrangère à mains égards. Eh bien, que va-t-elle faire? C'est l'écriture dans laquelle elle va se réfugier et où là, elle va entreprendre une création très aventureuse et salvatrice, sans aucun doute. Tout d'abord, que fait-elle? Eh bien, elle se souvient des recettes de cuisine qu'elle exécutait. Alors, que fait-elle? Eh bien, elle va d'abord récupérer du papier, parce que comme Aloïse, elle n'a pas de papier à disposition, donc elle va, première étape de la création, prendre du papier, quand bien même il a déjà été imprimé, comme Aloïse. Ici, elle trouve un papier qui n'est pas imprimé et elle va se souvenir de ses recettes de cuisine. Elle écrit. Et plus elle écrit, plus elle se livre à une sorte d'introspection vertigineuse qui va lui faire perdre pied, justement, et ces recettes de cuisine vont être modifiées de plus en plus. Par exemple, elle multiplie les blancs d'œufs battus en neige. Allez savoir pourquoi, parce qu'elle les trouve délicieux peut-être. Et ces recettes de cuisine deviennent complètement imaginaires, complètement inventives, délirantes, à tel point qu'on avait essayé à la collection d'Art Brut, ça n'était pas tout à fait concluant, je dois vous l'avouer. Et on voit qu'en fait, elle s'adonne à 22 cahiers, à l'écriture de 22 cahiers de recettes de cuisine qui deviennent de plus en plus folles. Des recettes de plus en plus folles. Et puis c'est comme si c'était le tremplin vers une création encore plus dissidente. Elle va commencer un journal intime. Alors ce journal intime, on a 2 pages, là, sous vos yeux. Vous voyez qu'au centre, on voit quelques points de couture. Donc, cela nous montre bien qu'en fait, elle a dû récupérer des documents administratifs. Et ce matériel résiduel ne l'empêche pas
d'instaurer un dialogue avec tout d'abord son support. Moi, je pense vraiment que souvent, il faut revenir à l'œuvre et regarder l'œuvre. C'est de là que tout part. Si on s'attache à l'œuvre, on comprend énormément de choses. Vous voyez, on voit qu'il y a des écritures imprimées. Eh bien, ça n'est pas ce qui va la freiner, tout au contraire. Hein, c'est comme si ça va être un point de bascule. Elle va jouer, elle va écrire dans les interstices, elle va jouer avec cette transparence et cette opacité. Et puis surtout, regardez comme l'écriture devient. Elle s'est distancée, elle s'est émancipée. Il s'agit d'une véritable émancipation. Elle s'est émancipée de cette écriture qu'on lui a apprise, que nous avons toutes apprises, tous et toutes apprises lorsque nous étions enfants. Je crois que c'est aussi pour cette raison que les écrits d'art brut touchent. Parce qu'en fait, cela nous rappelle notre propre écriture, notre propre moment de l'enfance, durant lesquels, eh bien, on apprenait à écrire. L'écriture, c'est aussi notre passé, notre enfance. On parle de langue maternelle, c'est aussi lié à la mère, bien sûr. Vous voyez que l'écriture, tout à coup, eh bien, elle n'est plus si régulière. On voit que les vocables, eh bien, sont tout à coup penchés à gauche. On voit qu'elle inscrit quelques volutes, ça devient une calligraphie. On a l'impression que ça devient de plus en plus illisible. Eh bien, détrompez-vous, tout est absolument lisible. Sur ces 2 pages-là, on voit tout à coup que les lettres et les vocables subissent une élongation formidable et que parfois, eh bien, un seul mot, parfois, peut presque prendre toute la page. Vous voyez sur votre page qui est à votre droite, le mot folie est mot mort contre nature. Vous voyez, ça n'apparaît pas immédiatement. C'est pour cette raison que je trouve qu'il importe de s'attacher et de s'attarder auprès des écrits d'art brut, devant les écrits d'art brut, parce que tout ne se livre pas. L'écriture est devenue vraiment son univers. On lit dans son dossier médical qu'en fait, Aloïse est renfermée sur elle-même, qu'elle fait preuve d'un repli autistique et qu'elle ne parle à personne. Mais évidemment, elle ne comprend rien. On parle allemand et suisse-allemand. Donc, elle va se créer sa propre cosmogonie scripturaire. Et c'est là, en fait, qu'elle va trouver une forme de résistance et de rébellion et une forme poétique absolument extraordinaire. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien vous lire juste un tout petit passage dans ce journal intime. Bien sûr, elle parle de sa vie quotidienne, elle parle du moment où elle fait sa toilette, elle parle des repas, elle parle de sa vie en général, mais aussi tout à coup elle parle de la nature, elle décrit la nature. Et puis il y a bien sûr aussi des propos hautement philosophiques, elle parle de la mort, elle parle de la folie, bien sûr, et puis tout à coup elle se livre à quelques effusions poétiques. Je vous en livre brièvement un extrait. C'est faire en dessin une couleur ciel. C'est faire à un mets une couleur ciel. Du nom jaune vrai, du nom brun vrai, du nom rose, du nom vert. Il n'y a que le mot nature qui crée, qui puisse faire la couleur au dégradé du total. Il n'y a plus de règles à suivre, il n'y a plus de règles de l'entendement. On n'a pas affaire à une narration comme c'était le cas dans les premières recettes. Elle prend distance et jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, elle va écrire plus de 700 pages avec cette écriture sépia. Vous voyez en fait que l'écriture devient figure, l'écriture devient signe esthétique, signe pictural. Vous voyez que le vide aussi, le blanc, prend une importance. Ce blanc devient aussi, fait partie prenante de son entreprise esthétique. Il y a une autre créatrice que j'aimerais bien vous présenter. Vous voyez que les écrits apparaissent sur des supports tout à fait surprenants. Bien sûr, beaucoup écrivent sur papier, ce sont majoritairement des œuvres sur papier, les œuvres d'art brut, mais aussi parfois certaines créatrices, certains créateurs trouvent un autre mode de création. C'est Agnès Richter, elle était internée à l'hôpital psychiatrique de Heidelberg en Allemagne.
Et vous savez peut-être qu'à cette époque, c'était la fin du 19e siècle, lorsqu'on entre à l'hôpital psychiatrique, eh bien, on est dénudé. Dénudé dans tous les sens du terme, donc mis à nu, et on doit revêtir l'uniforme qui est l'uniforme réglementaire, l'uniforme conforme. Donc on est dessaisi de ses propres vêtements, de ses accessoires, on est dessaisi de tous les biens que l'on a, et on doit revêtir cet habit. Je viens de lire très récemment en fait que les femmes, très souvent, perdaient leur alliance, on leur enlevait évidemment leur alliance et on leur enlevait aussi leur nom de famille, le nom de leur mari, donc elles retrouvaient leur nom de jeune fille. Donc voilà, cet uniforme eh bien, anonymise. Bien sûr, il n'y a plus du tout d'individualité, toutes les personnes sont identiques, habillées de manière tout à fait identique. Elle, Agnès Richter, va réagir. Elle va réagir concrètement. Elle va prendre la partie supérieure de cet uniforme, donc cette petite veste que vous avez sous les yeux, eh bien, elle va l'entreprendre vraiment à bras-le-corps, à pleine main, pourrait-on dire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle va tout d'abord la transformer, la métamorphoser. Vous voyez que la manche gauche et la manche droite sont interverties. Ensuite, vous voyez, à l'emmanchure, elle crée quelques fronces, elle augmente, elle ajoute des petites pièces de tissu marron au cou, et puis aussi à la taille, vous le voyez sur la partie droite. Et puis, elle va aussi créer des pinces, ici, à la taille, comme pour un peu féminiser cette création, qui devient vraiment une création. Cette veste de lin austère, grise, identique pour chacun, eh bien, elle l'a tellement transformée qu'elle se l'approprie pleinement. Ça devient vraiment une deuxième peau parce qu'elle va porter cette veste pendant plus de 20 ans. On le sait parce qu'en fait, on a découvert des traces de transpiration et d'usure aussi au col et sous les aisselles. Au fond, on pourrait aussi s'émerveiller de l'écriture qu'elle va faire déferler sur la totalité de la veste. Et ce qui me semble intéressant, c'est que sur la partie du tronc, eh bien, elle va écrire de l'intérieur. C'est une écriture extrêmement difficile à déchiffrer parce qu'elle utilise la Kurrentschrift. Vous savez, cette écriture ancienne, allemande, vous l'avez peut-être déjà vue, on a l'impression que c'est une écriture un peu gothique, difficile à déchiffrer, difficile à broder aussi, puisqu'elle brode avec le fil. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà brodé avec du fil, c'est extrêmement difficile. Et il y a beaucoup de volutes, il y a beaucoup d'arabesques, donc elle ne se facilite pas la tâche, mais au fond, on pourrait se demander si c'est si difficile à déchiffrer, ne l'a-t-elle pas fait exprès ? N'est-ce pas à dessein que cette écriture est difficile à déchiffrer ? Parce qu'en fait, de cette manière, elle tient à distance le médecin, le personnel soignant qui s'approche, et puis les autres patientes qui sont proches d'elle. Personne ne peut vraiment lire, donc elle peut porter son journal intime corporel comme une seconde peau, tout en maintenant à distance les éventuels lecteurs, les éventuelles lectrices. À l'intérieur donc de la partie du torse, elle écrit « ich habe, mein, je, j'ai, mon », tout ce qui la concerne. Et c'est comme si ce qui la concerne, eh bien, il fallait que ce soit des broderies qui touchent sa peau, qui soient vraiment en contact avec ce qu'elle a de plus intime, cette première peau qui semble ne plus suffire, ne plus être suffisante, qui semble être extrêmement vulnérable. Et puis, sur les manches, d'autres écritures, d'autres écrits. Non, elle parle de frische Kirschen, des cerises fraîches. Bref, tout cela pour dire que ces écritures qui déferlent sur cette veste transformée la rendent unique. En fait, on se demande pour quelle raison on lit ce chiffre 583. Alors, Thomas Röske, qui est le directeur de cette fondation de Heidelberg, Fondation Prinzhorn,
a émis l'hypothèse que ça devait être son numéro et qu'elle l'avait brodé tout simplement pour qu'il ne soit pas perdu à la lingerie, à la buanderie. Vous voyez, moi j'ai l'impression que cette veste était tellement particulière qu'il n'y avait aucun risque qu'elle soit attribuée à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on sait que cet uniforme que revêtait chaque femme, chaque homme, eh bien, le soir, il l'enlevait. Tous ces uniformes étaient mis dans une chambre de côté, et puis le lendemain matin, on les redistribuait n'importe comment. Donc on recevait peut-être un uniforme d'une autre personne. Elle, eh bien, c'était une manière aussi d'avoir toujours sa propre création sur le dos, sur sa peau, sur son être. 583, peut-être qu'elle l'a simplement brodé en rouge pour dire qu'elle résiste, qu'elle se rebelle contre cette stigmatisation. Elle n'est plus Agnès Emma Richter. Elle est 583. Elle n'existe que par ce chiffre, et donc c'est une manière aussi de s'approprier ce chiffre pour le transformer et que ça devienne vraiment une partie de sa création artistique, donc une révolution lente et pacifiste. Peut-être une petite remarque en passant, la broderie, le tissage, c'est depuis 60 000 ans l'instrument d'asservissement de la femme, hein, brodé au foyer, brodé en obéissant à ce qu'on appelle si bien des patrons. Il y a là quelque chose comme une fatalité de la broderie que justement des autrices d'art brut retournent. C'est vraiment la contre-violence, de même que cette écriture qui est détruite et réfractée et détruite et déglinguée. Et bien là, de même, des femmes se servent de ce qui a été leur instrument d'asservissement pour en faire un usage sauvage et offensif, contre-offensif. Oui. Oui, ce cas est absolument fascinant, en fait, une sorte de confusion entre le jeu physique et le jeu textuel, avec ce langage porté à même la peau, comme vous le rappelez d'ailleurs. La veste devient à la fois le support et le déclencheur de la création, enfin quelque chose d'assez fascinant par rapport à la question du corps, par rapport aussi à la question du matériel. On l'a rappelé à plusieurs reprises, hein. C'est vrai que c'est une véritable question qui se pose avec la question du papier, du crayon. C'est une question que vous avez investiguée d'ailleurs. Lucienne Perry, vous allez faire paraître un ouvrage sur la parure et le vêtement, justement, en octobre 2026, aux éditions du Seuil. On se réjouit de le lire. Et cette question-là du corps, elle est aussi intéressante, j'ai l'impression, en creux du cas qu'on a étudié tout à l'heure avec Constance Schwarzeline-Berbera. Vous l'avez dit, une écriture assez vertigineuse, avec certains silences, certains vides, des mots qui se penchent aussi, comme s'il y avait un certain surgissement, peut-être dans une certaine mesure, physique, émotionnelle de la créatrice. Enfin, c'est comme ça aussi que vous le mentionnez, à travers l'essoufflement lié au vertige, aux mots. Ça me fait penser aussi, peut-être par association d'idées, je ne sais pas, à la question de la rature dans le manuscrit que vous relevez, par exemple, Michel Thévaux. C'est ce qui attire le regard, l'idée est en cours d'une forme de surgissement. Juste une dernière question, et peut-être assez rapide, après je vous passerai la parole. Par rapport à la place du jeu, puisqu'on l'a pensé ici, vous avez proposé plusieurs exemples où le jeu apparaît. Vous avez parlé là d'un journal intime qui est porté à même la peau, où ce jeu apparaît. Vous précisez dans vos ouvrages que ce n'est pas du tout systématique. Souvent, en tout cas régulièrement, le jeu s'absente aussi des textes que vous étudiez, que vous parcourez. En revanche, les écrits semblent toujours habiter, incarnés d'une certaine manière, ce qui les caractérise aussi par rapport peut-être à l'écriture plus conventionnelle, typographique, encore aujourd'hui numérique, qui évidemment est une écriture normée, avec une sorte d'irresponsabilité manuelle, comme vous dites. Je me pose la question donc, par rapport à cette place du jeu et du langage. Est-ce que s'affranchir du langage, c'est aussi une manière de s'affranchir de soi, ou est-ce que le jeu apparaît très régulièrement quand même dans ces textes? Est-ce qu'ils sont régulièrement intimes? Est-ce que régulièrement on a affaire à des textes intimes ou non? Au fond, cette pulsion scripturaire sauvage
il y a une petite persistance, c'est la signature. Signée, c'est laisser aller. Très souvent, les signatures sont illisibles, à tel point que souvent, dans les lettres postales, on l'accompagne de la version typographiée pour qu'elle soit lisible. Donc là, il y a un petit reste de sauvagerie. Et ce qu'on peut dire, c'est que les auteurs d'art brut, cette signature qui est cantonnée dans son registre procédurier, eh bien, il la développe. On a vu avec Constance Schwarzlin, on la voit, c'est une signature amplifiée, une signature vengeresse qui regagne toute son exubérance contre la typographie normative du tiens-toi droit. Oui, absolument. Je crois qu'on arrive gentiment au terme. Moi, je voulais vraiment vous remercier pour ce parcours, Lucienne Perry, Michel Thévault, ce petit florilège d'autodidactes, d'anarchistes, comme vous les appelez aussi, Michel Thévault, qui propose là une autre grammaire, une autre vision avec laquelle composer, en s'en prenant à la base la plus résistante peut-être du conditionnement culturel, à sa source, comme disait Dubuffet, c'est-à-dire aux mots en fait et à leur agencement usuel. Vous rappelez aussi que c'est pas pour rien que parfois on juge un peu plus durement l'écrire brut que l'art brut, parce que peut-être il touche justement à un conditionnement important. Voilà, en tout cas, merci pour ce beau parcours et pour nous avoir aussi montré, fait voir ces objets. Merci, merci beaucoup. Je pourrais déjà vous applaudir. Voilà, on a 5 minutes devant nous, un temps assez restreint pour les questions, s'il y en a. Oui. Ah. Le micro arrive. Aloïse. Oui. Si, je ne sais pas si je sais parler dans un micro. Je vais essayer. Voilà. Moi, ce qui me frappe là, c'est que cette vulve est dessinée dans une fleur. Et si on regarde le rameau qui est à droite, pour nous à droite de la fleur, il est épineux, donc ça pourrait être une rose. Et si vous tournez le mot rose dans l'autre sens, ça vous fait Eros. Donc, si on veut aller jusqu'au bout de la... Je sais pas, comme il y a de la symbolique, voilà, je la pousse d'un cran en regardant cette image. Vraiment, c'est la réussite d'Aloïse, c'est de susciter de telles empathies, de vous rendre fou, de reconduire sa folie. C'est exactement cela. Le propos de l'art brut, c'est de sortir du jeu, de ce jeu incarcérateur. Le jeu, c'est un cancer de l'être. Il faut se libérer de cette imposition personnelle et trouver davantage une vie relationnelle par reconduction, dont on a un bel exemple ici. Est-ce qu'il y a par hasard une autre question? Oui, il y a un micro qui arrive vers vous. Merci. Alors, moi, je suis aussi intéressé par l'écriture, enfin un peu artiste. Et ma question, c'est par rapport à la folie. Vous avez mentionné au début que c'était quelque chose qui permettait d'apporter des solutions à notre société. Vous avez évoqué le chaman, et comme quoi les personnalités avec une sorte de folie pouvaient aussi trouver leur place dans notre société en termes d'enrichissement. Et vous avez parlé plus loin aussi des artistes qui pouvaient aider les psychanalystes comme une lumière. Donc, je trouve intéressant dans les solutions que ça peut apporter, parce que le monde actuel a divers problématiques à améliorer. Enfin, vous avez mentionné la courbe chez Aloïs. Je trouve que dans une société où tout est normé, effectivement, ça peut être une solution qui montre une autre voie d'aller vers quelque chose de plus organique. Est-ce que vous avez d'autres exemples chez les artistes d'art brut qui montrent en fait des solutions pour le monde actuel? Est-ce que vous voyez Je vous laisse répondre à cette vaste question. Ça, je sais que c'est pas facile.
Moi, j'aimerais juste peut-être pour rebondir sur votre question, vous citez un morceau de votre texte de Requiem pour la folie, où vous dites effectivement que l'art brut, l'écrire brut, nous amène ou tend vers une forme d'avenir, puisque celles et ceux qui fabriquent la création brute favorisent, vous dites, l'émergence d'une singularité qui anticipe la déshumanisation de notre système. Qui va dans ce sens, mais effectivement, est-ce que vous avez éventuellement des exemples de cet avenir qui est porté par ces travaux d'autodidactes? Excusez-moi, je saisis vraiment mal la question. C'est un apport artistique considérable. L'art, ça a une fonction sociale. C'est quelque chose qui reconfigure tout notre système de pensée. Ça ne communique pas quelque chose, comment dire, oui, ça reconfigure notre mode de pensée et de communication. Donc c'est très difficile de discerner un résultat tangible comme on pourrait le faire de la technologie. Il faudrait voir que même chez les scientifiques comme Einstein, eh bien, une certaine folie qui vient peut-être du fait que Einstein était pianiste, violoniste, gaucher, etc., qu'il y a eu tout un rapport artistique qui l'a entraîné à des découvertes scientifiques. Donc c'est une question très difficile à répondre, tellement elle est subtile, tellement on remonte aux structures transcendantales de notre connaissance. Donc c'est très difficile d'indiquer, de déterminer ce qui serait un résultat concret, tangible. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une autre vision qui est montrée ici, qui est intéressante. Je crois qu'il y a encore une question, mais on me fait signe qu'il faut arrêter. Par contre, je vous propose qu'on continue éventuellement la discussion avec Michel Thévoux et Lucienne Perry en haut au moment des dédicaces. En tout cas, merci à vous chaleureusement. Merci à vous aussi pour votre présence.